Bonjour à tous et bienvenue au podcast numéro 19 du 3 mars 2026. Comme j'évoquais au podcast précédent, j'ai vécu des expériences inspirantes lors d'un séminaire animé par Joe Dispenza à Paris en 2020 au Grand Rex, puis en 2021 à l'Hôtel Marriott. J'ai observé des centaines de personnes, nous étions 1200, à travailler sur nos schémas mentaux et émotionnels, avec des approches de régulation émotionnelle, de la méditation, de la cohérence cardiaque, des ateliers intensifs pendant 3 jours, et tout cela s'appuyait sur les dernières recherches dans les domaines de la biologie, des neurosciences, de la psychologie, de l'hypnose, du conditionnement comportemental et de la physique quantique. Nous avons aussi travaillé sur les croyances limitantes, nous avons pu en déloger certaines, remplacées par une intention alignée et centrée sur nos valeurs, qui ont pu déclencher de véritables réactions biologiques et qui ont activé, je vous assure, des mécanismes naturels de transformation pour concrétiser nos souhaits et nos objectifs qui ont pu se réaliser. Et pour rendre tout cela concret, je vais vous raconter aussi aujourd'hui l'histoire de Jeanne. Je suis Marie-Ange Coquille, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Je suis en activité depuis à peu près une 30aine d'années en tant que psychopraticienne passionnée par l'accompagnement humain et particulièrement fascinée par les dynamiques familiales et transgénérationnelles. Alors mon activité s'étend aussi à des constellations d'organisation dans les entreprises ainsi que des constellations parentalité et couple. Et j'évoque aussi des histoires personnelles dans ce podcast, une histoire en lien avec mon père et mes ancêtres, et j'en parle dans mon livre Les constellations de poche, le coucou né sous X, que je vous recommande de lire, qui est aux éditions Maya. Alors je reçois Jeanne en constellation. Elle travaille depuis son plus jeune âge, elle a 4 enfants, mais elle me répète que quelque chose restait instable. Les revenus arrivaient, puis repartaient, les projets démarraient, puis s'arrêtaient, et la sécurité semblait toujours s'échapper. Puis la vie l'a arrêtée brutalement, une maladie, une incapacité durant plusieurs années. Durant ce temps, elle raconte qu'elle a traversé le doute, la peur, la fatigue, mais aussi des grandes prises de conscience vraiment profondes. Et elle a compris qu'elle avait toujours vécu dans l'enfer, dans l'effort, dans la lutte, comme les générations avant elle. Et dans son histoire familiale, recevoir, se stabiliser, se sentir en sécurité n'était pas quelque chose de naturel. Alors inconsciemment, elle pense qu'elle recrée cette instabilité non par échec, mais par fidélité à une mémoire ancienne. Et pourtant, elle me disait, j'ai passé ma vie à me battre, et elle veut casser ces schémas. Donc nos séances, qui ont duré plusieurs mois, lui ont permis de prendre vraiment conscience de ses programmes mentaux, et un jour elle a mis des mots sur son programme intérieur. Pour vivre, il faut lutter. Se reposer, non, surtout pas, c'est dangereux. La sécurité peut disparaître à tout moment, et surtout, si on a quelque chose de bien, il peut arriver quelque chose de mal. Il ne faut pas qu'il y ait du bien, sinon le mal va arriver. Et elle a compris que ces phrases venaient de son passé, de sa famille, de sa mère, et qu'elles n'étaient pas sa vérité. Mais ça n'a pas été facile de créer avec elle un nouveau programme mental. Au début, elle ne reconnaissait pas ses qualités, elle ne reconnaissait pas ses valeurs. Pour elle, se dire « je peux vivre sans me battre », c'était pratiquement impossible. S'autoriser à recevoir sans danger, encore plus impossible. Et que la stabilité puisse exister dans sa vie, elle se disait que c'était un leurre. Progressivement, nous avons travaillé en cohérence cardiaque, en relaxation psychosomatique, en hypnose ericksonienne, en thérapie comportementale. Au niveau de ses émotions, elle a mieux travaillé ses émotions en restant à l'écoute des intentions positives de ses émotions, puis elle a appris à ressentir ces phrases dans son corps. Elle a compris aussi que le cerveau apprend par l'émotion et que les cellules enregistrent ce qui est ressenti. Petit à petit, son corps s'est apaisé, elle a repris son activité différemment, avec plus de douceur et de choix, et bizarrement, dit-elle,
ses entrées d'argent sont beaucoup plus régulières et stables. Aujourd'hui, Jeanne a 66 ans, elle travaille encore, de façon modérée, mais ce n'est plus pour survivre, c'est par choix, avec grand plaisir, car sa passion, c'est cultiver des fleurs et les revendre au marché. Et croyez-moi, elle crée de magnifiques bouquets. Alors, qu'est-ce que l'histoire de Jeanne nous apprend sur l'argent et la sécurité intérieure? Regardez autour de vous. Observez les personnes qui ont toujours la crainte de manquer jusqu'à s'en rendre malade alors qu'elles ont tout dans la vie. Alors l'histoire de Jeanne nous montre quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas toujours l'argent qui manque, c'est le sentiment de sécurité intérieure. Je vais me répéter. Ce n'est pas toujours l'argent qui manque, c'est le sentiment de sécurité intérieure. Certaines personnes gagnent leur vie, travaillent sans relâche, mais ne parviennent jamais à se stabiliser. Mais pourquoi, vous me direz? Parce que leur système nerveux est programmé pour la survie, pas pour la sécurité. Et si dans l'histoire familiale, il y a eu, comme chez la plupart de nous, bien sûr, des pertes financières, des guerres ou des exils, la pauvreté, l'insécurité constante, un schéma de perfectionnisme, d'insécurité, le corps peut enregistrer un message invisible. Rien ne dure dans la vie. Il faut lutter pour survivre. La sécurité, attention, elle peut disparaître à tout moment. Alors, inconsciemment, la personne recrée l'instabilité qu'elle connaît, non par échec, mais par fidélité à une mémoire ancienne. Vous avez compris aujourd'hui que l'argent et la sécurité ne sont en rien la même chose. On peut gagner beaucoup d'argent et se sentir à l'insécurité. Et à l'inverse, on peut en gagner moins et construire une sécurité intérieure qui permet enfin à la stabilité de s'installer. Et lorsque Jeanne a commencé à ressentir la sécurité dans son corps et dans son esprit, quelque chose a changé de façon magique. Elle n'était plus en mode de survie, elle pouvait enfin accueillir la stabilité. Elle a laissé venir à elle des entrées d'argent de façon régulière. Et sa vie a changé et elle est apaisée et heureuse aujourd'hui. À présent, je vais vous raconter une histoire très personnelle, une histoire en lien avec mon père et mes ancêtres. Nous sommes en 1999. Je me promène dans un quartier de Bastia. Et là, je m'arrête devant une vieille porte grise. Je suis étonnée que cette porte soit ouverte. Elle est juste entrouverte. Je regarde à l'intérieur et je vois une dame âgée qui réchauffe son café dans ce qui ressemble à une cave aménagée. Alors je suis étonnée, je me dis, mais comment est-ce possible de vivre ici? Elle me voit, elle me sourit. Vous savez, elle me sourit, je revois toujours ses yeux, un sourire simple, paisible. Elle ne m'invite pas à entrer, mais elle vient vers moi. Et on se regarde. Avec quelques paroles, je lui dis bonjour et nous allons nous asseoir à la terrasse d'un café un peu plus loin. Les heures passent, elles passent très vite. Nous avons passé un long moment ensemble. D'ailleurs, cette dame, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Et elle me raconte sa vie ce jour-là. Elle me dit qu'elle est propriétaire d'une maison dans un village très éloigné et retiré. Une grande maison, mais qui est mal chauffée, loin de tout. Alors l'hiver, avec sa retraite, elle choisit de venir vivre ici à Bastia. Elle est veuve, sans enfant. Et elle me dit, depuis 5 ans, c'est mon choix. Je reste à Bastia car je suis plus près de tous les commerces. Et l'été, je retrouve ma maison au village. Et elle me dit, à Bastia, les gens viennent me voir, mes amis, mon cercle d'amis grandit chaque jour. Et je vous assure, elle semble profondément heureuse. Et vraiment, sincèrement, ce jour-là, j'ai reçu une immense leçon de vie. Parce que ce que je voyais comme de la précarité était en réalité une liberté. Ce que je percevais dans cette cave-là, mal éclairée, je percevais ça comme un manque alors que c'était un choix assumé. Et en l'écoutant, quelque chose en moi s'est apaisé bizarrement. J'ai compris que la dignité ne dépend pas du lieu où l'on vit, mais de la manière dont on habite sa vie. Et j'ai senti très profondément chez elle
la simplicité, la force silencieuse, l'adaptation, la capacité de faire avec ce qui est sans se plaindre. Et en thérapie transgénérationnelle, nous apprenons que rien n'arrive par hasard. Et oui. Et cette femme n'était pas juste une rencontre ce jour-là, elle était pour moi un miroir. Oui, un miroir. Alors en rentrant, ce jour-là, chez moi, j'habitais à l'époque avenue Émile Sarr, nous étions au 3e étage, mes parents au 6e étage. J'ai pris l'ascenseur, j'étais émue, profondément remuée, et j'ai raconté cette rencontre à mon père, qui avait à l'époque 97 ans. Et là, il me regarde, et il me parle de notre lignée. Il me dit, tu sais ma fille, tu le sais pourtant, nous venons d'une lignée aisée, ils ont tout perdu à la Révolution, puis mon grand-père avait des soirées à Lyon, puis plus tard, un descendant a travaillé dans le social, il aidait beaucoup les autres, il faisait partie même d'un parti politique, je l'évoque beaucoup dans mon livre, ainsi que dans l'Étudiante et les portes du temps. Et puis, je me suis dit, il y a lui, mon père. Mon père, orphelin à 3 ans, sa mère et son petit frère morts de la typhoïde, lui et son frère et son père hospitalisés durant 1 an. Lui et son frère sont passés des draps de soie à Lyon, son père était géomètre, à la rudesse de la paille dans les Alpes, parce qu'ils ont été placés à l'assistance publique, en famille d'accueil, petit paysan jusqu'à ses 16 ans. Lui à Vachères, son frère de 18 mois, de plus à Banon, et ils ne se voyaient jamais. Et mon père, il attendait tout le temps son frère. Il avait oublié encore qu'il avait un père, et surtout, il ne s'est jamais souvenu de sa mère et de son petit frère décédé. Son père, après cette catastrophe, était brisé par le drame, il avait fui, il les avait complètement abandonnés. Nous sommes en 1905. Et ils sont retrouvés à 16 ans par la belle-mère, c'est-à-dire la femme que va épouser leur père en 2e noces. Cette belle-mère était italienne, comme sa mère, et sur les livrets de famille, elle avait lu qu'il existait 2 fils, elle a tout fait pour les retrouver. Ils ont vécu 1 an avec eux, il s'est bien accueilli dans cette famille, mais le petit sauvageon qui était mon père n'a pas supporté cette vie en ville, loin de la garrigue, des animaux, de la ferme où il a été élevé, et il s'est enfui. Et là, il me dit, j'ai dormi sur des bancs, dans des abris, avant de m'engager dans la marine. Et il m'a regardé ce jour-là, vraiment intensément, et il me dit, normal ma fille que tu aies peur de la précarité, que tu sois bouleversée par ce que tu as vu là, puisque moi, je l'ai vécu. Alors, à cet instant, j'ai compris que ma peur ne m'appartenait pas entièrement. Elle venait de loin, de loin, de loin. Déjà de mon père, puis de la noblesse perdue, des fortunes effondrées, des draps de soie devenus paille, des abandons, des exils. Et nous savons tous aujourd'hui que les peurs se transmettent comme les forces d'ailleurs, et les dons et les capacités. Et ce jour-là, la dame dans sa cave n'était plus seulement une femme libre, elle venait réconcilier en moi 2 mémoires, oui 2 mémoires. La première, la peur de manquer, la deuxième, la capacité à vivre avec ce qui suffisait pour vivre. Et j'ai compris que dans ma lignée, il y avait cette capacité à vivre avec beaucoup d'argent et à survivre avec moins d'argent, avec fierté et dignité. Et peut-être que ce jour-là, cette femme venait me rappeler que je portais déjà en moi cette force. Par la suite, j'ai compris aussi pourquoi mon père aimait plus que tout donner aux autres. Il a fait cela dès son plus jeune âge. Et à son décès, à 103 ans, j'ai pratiquement tout donné, les meubles, l'argenterie, la télévision, tout, sauf ce que j'ai choisi de garder précieusement en souvenir. Alors cette dame, quand je pense à elle, cette dame que je reverrai très souvent, pendant plusieurs années, venait me montrer que la dignité ne dépend ni de la noblesse, ni de la richesse, mais de l'alignement intérieur. Et peut-être que mon père, à cette époque, en me disant cette phrase, « Ma fille, normal que tu aies peur de la précarité, puisque moi, je l'ai vécu. » Peut-être qu'il me montrait simplement ce qui lui appartenait à lui et aux ancêtres. Peut-être pour que moi, je puisse choisir autre chose. La paix intérieure, la stabilité,
la sécurité intérieure et le droit de recevoir ce dont j'ai besoin avec douceur. Et vous savez, parfois on a peur de choses qui ne nous appartiennent pas, parce que nous croyons avoir peur pour aujourd'hui, alors qu'en réalité nous tremblons pour le passé, pour hier. Alors, dans le cas de Jeanne, elle n'attirait pas par magie, elle changeait son état intérieur. Et en changeant son état intérieur au fil des consultations, de sa progression, donc elle a changé sa manière d'agir. Et rappelez-vous, je me répète encore, l'abondance n'arrive pas quand on force plus, mais quand on apprend à recevoir et à se sentir en sécurité. Alors, demandez-vous aujourd'hui, quelle est la plus petite action positive juste que je peux faire aujourd'hui? Parce qu'en réalité, tu n'attends pas la réussite pour te sentir confiant dans la vie. Tu dois entraîner ton cerveau à se sentir confiant pour faciliter la réussite. Et la prochaine fois, lors de l'épisode 20, dans 15 jours, j'évoquerai une réussite personnelle de très lointaine, mais j'en garde un excellent souvenir. Je vous remercie sincèrement de continuer cette belle aventure avec moi dans l'art de nous, relations amicales, familiales, couple. Dans le prochain épisode, je vous inviterai à aller encore plus loin. Nous explorerons comment mettre en place un objectif avec audace et alignement. Donc je vous dis à très 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 vite, à très très bientôt.